Bonjour, merci pour cette invitation et pour cette opportunité de présenter les travaux, alors notamment de mes collègues du BRGM qui sont cités ici, mais aussi de beaucoup d'autres collègues sur les zones côtières face au changement climatique. Donc là, l'image que vous voyez, en fait, c'est une petite ville en fait, sur la côte de Seine-Maritime. Alors je recherche, voilà. Et qu'est-ce que vous voyez ici? En fait, c'est finalement, vous voyez que vous avez des bâtiments, ils sont plutôt proches du littoral. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique des zones littorales en France. C'est que, en fait, les zones littorales, les communes littorales sont 2,5 fois plus urbanisées que les communes, en fait, en moyenne sur la métropole. La deuxième chose que vous voyez, c'est que, en fait, c'est pas uniquement la commune en fait, qui est urbanisée, mais c'est vraiment dans la première bande des 500 mètres qu'on voit ça. Et ça, on le voit aussi partout en France. Plus vous êtes proche de la côte, plus la côte est urbanisée. Alors finalement, cette petite ville-là, en réalité, ce qu'on ne voit peut-être pas tout à fait, c'est qu'elle est protégée. Vous avez une digue. Et puis là, vous avez un dispositif, c'est un dispositif qui se referme à marée haute pour éviter que la mer rentre à l'intérieur du fleuve, en fait, du petit fleuve côtier qui est ici, et n'inonde les terres agricoles qui sont en arrière. Donc là, vous voyez que nous avons un système en fait, qui fonctionne tel qu'il est aujourd'hui. Il y a déjà une politique de prévention des risques. Elle est beaucoup fondée sur la protection, donc la protection par des systèmes d'ingénierie. Et en fait, il y a quelque chose qui va complètement changer tout ça, c'est l'élévation du niveau de la mer. Alors l'élévation du niveau de la mer, Annie Cazenave et Gerhard Kriner en ont parlé hier, elle s'est déjà élevée de 20 cm depuis le début du XXe siècle. Et c'est une conséquence du réchauffement climatique, c'est l'expansion thermique des océans, la fonte des glaciers de montagne, et puis depuis les années 2000, en fait, la fonte de l'Antarctique et du Groenland. Alors qu'est-ce que vous voyez en fait aujourd'hui? C'est que en fait, cette élévation du niveau de la mer, elle est en accélération. Nous avions 2 mm par an à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est plutôt 4 mm par an. Et puis pour le futur, en fait, ce qui est très particulier avec l'élévation du niveau de la mer, c'est que vous ne pouvez pas l'arrêter. Si demain, on stabilise le réchauffement climatique à 1,5 degré, les températures cesseront d'augmenter, mais le niveau de la mer, lui, continuera à augmenter pendant au moins le XXIe siècle et en fait bien davantage. Parce que, en fait, notamment l'Antarctique et le Groenland mettront des siècles et peut-être des millénaires à répondre au réchauffement climatique. Donc plus vous réchauffez le climat, plus l'élévation du niveau de la mer sera importante et rapide, jusqu'à en 2300 atteindre des mètres d'élévation du niveau de la mer, et donc notamment pour un scénario, disons, à forte émission de gaz à effet de serre, ça peut être jusqu'à 7 mètres, mais sans pouvoir exclure 15 mètres d'élévation du niveau de la mer, si on a une initiation de l'effondrement des calottes antarctiques, les mécanismes que Gerhard Kriner a mentionnés hier. Et en fait, ces 15 mètres, évidemment, ça changerait complètement la donne. En réalité, c'est un processus on ne peut pas exclure qu'il se produise dès le XXIe siècle. C'est la petite courbe en pointillé que vous voyez ici. Dès 2100, on peut avoir 1,7 mètres d'élévation du niveau de la mer si on a un effondrement précoce de ces calottes antarctiques. Alors évidemment, si cela se produit, en fait, on aura un problème de gestion des infrastructures critiques. Donc on a beaucoup d'infrastructures critiques dans le trait de côte. Les centrales nucléaires, mais pas uniquement les centrales nucléaires, également beaucoup d'industries, et puis un patrimoine historique unique, notamment ici à Venise. Alors tout ce que j'ai dit là, en fait, c'est ici du 6e rapport du GIEC, mais en réalité, si on fait un petit peu les archives, on tombe sur des références, notamment cette référence de Hoffman, ce sont des Américains, en fait, l'Agence fédérale pour l'environnement, de 1983, qui dit en fait à peu près la même chose dans les mêmes termes, c'est-à-dire que l'élévation du niveau de la mer s'élèvera d'autant plus qu'on aura un réchauffement climatique important et on ne peut pas exclure un effondrement précoce de l'Antarctique qui posera des problèmes notamment pour les infrastructures critiques. Alors là, j'ai présenté des projections globales. Maintenant, si on regarde les projections régionales, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une variabilité régionale de l'élévation du niveau de la mer qui est due d'une part au réchauffement inhomogène de l'océan, et puis d'autre part au fait que les masses de glace qui sont perdues au Groenland et puis en Antarctique sont tellement importantes qu'on a une déformation de la Terre solide en réponse à ce changement. Et en fait, on a même une déformation, enfin des changements dans l'orbite, les paramètres orbitaux de la Terre. Donc, on a des variations régionales, mais en réalité, si vous regardez la plupart des zones habitées, vous êtes plus ou moins à 20% des projections globales que j'ai montrées précédemment. Le site de la NASA, là, qui est présenté ici, qui s'appelle Sea Level Projection Tool, il présente les projections d'élévation du niveau de la mer qui sont issues du 6e rapport du GIEC, alors qui présente quand même pour les spécialistes un petit problème, c'est que, en fait, quand vous regardez l'élévation du niveau de la mer relative, vous avez non seulement les processus qui se produisent au niveau de l'océan,
et puis donc les contributions de la fonte des glaces, etc. Mais vous avez aussi les mouvements verticaux du sol. Et ça également, pour les mouvements verticaux du sol, on est en train d'entrer vraiment dans une nouvelle ère en fait, pour la recherche et puis pour l'adaptation. Parce que depuis en fait quelques années, on commence à avoir ce service européen qui s'appelle le European Ground Motion Service, qui grâce au satellite Sentinel-1, c'est des satellites radars qui sont en orbite depuis 2015, nous permettent de mesurer les mouvements verticaux du sol avec une précision millimétrique et puis en fait à une très très haute résolution. C'est-à-dire que là, par exemple, vous regardez l'Europe, vous voyez que vous avez de la subsidence dans la plaine, dans le nord de l'Adriatique en Italie. Vous voyez également de la subsidence qui est liée aux exploitations d'hydrocarbures dans le nord de la Hollande. Mais si vous zoomez à Palavas-les-Flots, vous allez voir un quartier qui est en fait en subsidence également de 1 ou 2 mm par an. Et puis des digues, par exemple, à La Rochelle. Donc c'est un site qui est très intéressant à consulter et qui ouvre vraiment des perspectives pour l'étude vraiment précise de l'élévation du niveau de la mer au niveau de la côte. Oups, excusez-moi, voilà. Alors, quelles sont les conséquences de cette élévation du niveau de la mer? Donc, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière, voilà, et que je relance la vidéo, voilà. Alors, la première chose, en fait, la première urgence que nous cite le rapport du GIEC, ce sont des submersions chroniques à marée haute. Qu'est-ce que c'est que ces submersions chroniques? Ce sont des submersions qui arrivent par temps calme. Vous avez l'élévation du niveau de la mer qui, petit à petit, fait qu'aux plus grandes marées, vous avez une submersion. Alors là, c'est illustré dans le cas de la Guyane. La réalité, c'est qu'en plus de l'élévation du niveau de la mer, là, vous avez en fait des houles du Nord qui ont causé des franchissements à Yalimapo, c'est cette petite commune là qui est complètement à l'ouest de la Guyane. Mais en fait, aujourd'hui, on commence à observer, notamment à Cayenne, les premiers épisodes de submersion chronique à marée haute dans certains quartiers bas de Cayenne. Et c'est quelque chose qu'on va observer de plus en plus un peu partout dans le monde à partir des années 2030. Alors un deuxième type d'impact de l'élévation du niveau de la mer dont on parle beaucoup, notamment en France après Xynthia, ce sont les submersions marines lors de tempêtes ou de cyclones. Alors là, on a d'autres phénomènes qui se mettent en place. On a une baisse des pressions atmosphériques qui surélève le plan d'eau. On a l'effet du vent qui peut pousser les masses d'eau vers la côte. On a également des vagues qui, en déferlant, causent une surélévation du plan d'eau près de la côte qu'on appelle le wave setup. Et puis on a le va-et-vient des vagues. Ici, vous voyez une simulation qui a été faite par mon collègue Rodrigo Pedreros il y a une quinzaine d'années sur Palavas-les-Flots qui représente les submersions qui ont eu lieu pendant la tempête de 1982 à Palavas. Et en fait, ce que mes collègues se sont amusés à faire, en fait, c'est à regarder qu'est-ce qui se passe si on rajoute, par exemple, 35 cm d'élévation du niveau de la mer à cette tempête. Et bien, vous voyez que vous inondez pratiquement la totalité du Lido. Et puis, à 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, plus cette tempête de 1982, vous avez inondé la totalité du Lido. Donc, ça pose des questions d'habitabilité à un moment sur ce Lido. En fait, en première approximation, l'élévation du niveau de la mer se superpose au niveau marin extrême lors des tempêtes et de cyclones. C'est vraiment le phénomène principal qui explique la multiplication en fait, des submersions marines, l'augmentation des submersions marines qui est projetée à la fois en termes de fréquence et d'intensité. Donc les changements dans les régimes de vent, de pression sont au second ordre, notamment en métropole et dans beaucoup de régions du monde. Enfin, un troisième risque auquel on pense beaucoup en France, c'est l'érosion et le recul du trait de côte. Alors la difficulté avec l'érosion, c'est qu'on a la superposition de processus qui se produisent à des échelles de temps extrêmement diverses. On a des événements extrêmes, comme ici par exemple après la tempête Xynthia. Vous avez eu par exemple dans ce secteur, alors c'est pas la Faute-sur-Mer, c'est juste à côté, excusez-moi, et on a eu un recul brutal de 20 mètres. Également, vous avez les effets de la variabilité saisonnière. Donc en fait, en hiver, on a plutôt des conditions assez énergétiques, et donc on a de l'érosion. Là, vous voyez une plage donc, qui est à Montalivet, là c'est en Gironde, après les tempêtes de 2013-2014. En fait, on a une succession de 6 tempêtes, ce qui n'était pas exceptionnel, mais la succession était exceptionnelle, et à la fin, vous voyez les enrochements ici, les épis, eh bien, on voit quasiment leur base, et puis on a perdu au moins 2 mètres de niveau de plage. Sauf qu'en fait, après ces tempêtes, on a eu pratiquement un hiver sans tempête. Et puis, l'hiver suivant, à l'issue de l'hiver suivant, on avait une plage qui était extrêmement rechargée. Et là, les épis, on ne les voit pratiquement plus. Alors ça, effectivement, c'était le dernier épisode d'érosion important qu'on a eu sur le littoral aquitain. Et puis, en fait, c'était un épisode extrêmement important puisque ça allait de l'Angleterre jusqu'au Portugal. Et là, cet hiver, en fait, on se pose un peu les mêmes questions, notamment à Biscarrosse. En fait, il y a des reculs très importants, et notamment demain, il y a une grande marée avec une petite tempête qui devrait encore aggraver l'érosion.
Donc l'érosion, effectivement, des conditions déjà saisonnières extrêmes qui causent beaucoup de changements, mais il y a quand même les effets de l'élévation du niveau de la mer, et puis à terme de la submersion permanente. On commence à observer des sites sur lesquels on soupçonne que l'érosion, elle est quand même attribuable à l'élévation du niveau de la mer. Ce sont souvent des sites en fait, qui sont assez isolés sur le plan morphosédimentaire, comme ici en fait, des petits îlots qui sont dans le lagon de Nouvelle-Calédonie et sur lesquels en fait, on a des difficultés à expliquer pourquoi la plupart de ces îlots sont actuellement en érosion. Alors, que peut-on faire face à cette élévation du niveau de la mer et aux conséquences? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'éviter d'aggraver la situation. Et donc, la première mesure d'adaptation, c'est de limiter le développement dans les secteurs à risque. Alors ça, c'est exactement ce que font les plans de prévention de risques de littoraux en fait, en France, sur lesquels en fait, on fait des cartes de submersion marine en prenant un scénario de 60 cm supplémentaire et on rend des zones inconstructibles pour éviter d'aggraver la situation. Alors ce type de politique, on voit que finalement, un endroit où il va avoir beaucoup d'effets, c'est en Asie et puis en Afrique. Alors pourquoi? C'est en regardant cette carte-là qui vient du rapport du GIEC, du rapport de synthèse. Vous voyez, en fait, là, en gris, ce sont les nombres de personnes, ici en centaines de milliers et ici en millions, qui sont aujourd'hui exposées aux submersions marines. Ça, c'est en 2020. En 2040, on aura plus de monde qui sera exposé aux submersions marines, et ce sera en partie lié à l'élévation du niveau de la mer. Ce sont les personnes qui sont en orange foncé, et en partie lié au fait que davantage de personnes vont s'installer dans les zones littorales si on n'a pas une réglementation adaptée. Vous voyez qu'en Europe, c'est le cas, mais ce n'est pas beaucoup de monde. Par contre, en Afrique et en Asie, là, effectivement, si on ne fait rien, beaucoup de gens vont s'installer dans des zones très exposées à l'élévation du niveau de la mer. Donc c'est là, typiquement, dans ces zones-là, qu'une politique d'adaptation qui consiste à limiter le développement dans les zones les plus exposées, elle peut avoir beaucoup de sens. Maintenant, en Europe notamment, mais dans beaucoup d'autres endroits également, il y a déjà des secteurs qui sont déjà développés. Et là, on a plusieurs options d'adaptation qui sont disponibles. Bon, la première, ce serait de ne rien faire. Il y en a une autre qui est avancer vers la mer. Ça paraît un peu surprenant, mais par exemple, c'est exactement ce que font les Maldives, en fait, par exemple. C'est-à-dire qu'ils rechargent en sable sur le platier récifal pour faire des îles de plus en plus hautes. Et en fait, ils peuvent faire ça pendant assez longtemps, en réalité. La troisième, c'est celle qu'on utilise vraiment très classiquement en Europe, c'est protéger avec des infrastructures d'ingénierie. On peut reculer également. On peut réduire la vulnérabilité des bâtiments. Alors ça peut être des pilotis, mais ça peut être également en rehaussant les systèmes électriques, en interdisant des garages, etc. Et enfin, ces solutions fondées sur la nature, dont je vais parler un petit peu après. Alors cette classification, elle est présentée dans le rapport du SROC, hein, c'est Océan Cryosphère, mais en réalité, c'est quelque chose en fait, qui remonte à bien plus longtemps. Il y avait le rapport européen Eurosion qui portait sur l'érosion côtière en Europe en 2004, par exemple. Alors protéger, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que protéger, nous, on s'amuse à faire des modèles d'impact de l'élévation du niveau de la mer en Europe. Et en fait, si vous ne protégez pas, vous vous retrouvez avec une explosion des coûts liés aux submersions marines, x10 en 2050, x100 ou x1000 en 2100 par rapport à aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dans nos modèles, on crée ce type d'infrastructure qui évite d'inonder des zones comme par exemple les Pays-Bas, le Marais Poitevin, etc. Dans un modèle, c'est facile à faire. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué parce que ce type d'infrastructure est extrêmement cher. Là, c'est la barrière estuarienne qui est au sud-est de la Hollande, qui, en fait, si on la construisait aujourd'hui, coûterait à peu près 5 milliards d'euros. Et puis, en fait, le deuxième problème qu'on peut se poser face à ce type d'infrastructure, c'est quels sont les impacts pour les écosystèmes. Là, ici, c'est un exemple en Guadeloupe, où on a des enrochements, il n'y a plus de plage, donc il n'y a plus d'habitat pour les écosystèmes intertidaux. Alors, on peut se poser cette question finalement des écosystèmes, des coûts, de la maintenance et de la mise à niveau, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit ce type d'infrastructure, c'est sûr qu'il y aura du développement en arrière, donc vous êtes verrouillé dans un chemin qui vous amène vers finalement toujours plus de protection, quel qu'en soit le coût. Et puis, finalement, la perception, ce qu'on voit notamment au Japon, où il y a des infrastructures énormes anti-tsunami, c'est que ce n'est pas forcément extrêmement bien perçu, c'est cette perte de contact avec la mer. On a également la question des pertes de biodiversité et d'habitat. Alors, l'autre extrême, c'est reculer. Alors, la question, c'est recul planifié ou subi. On cite souvent l'immeuble du Signal pour le recul. L'immeuble du Signal, c'est en Gironde. C'est un immeuble qui a été construit dans les années 70, quand cet immeuble était à plus de 200 mètres du rivage. Et c'est un secteur, en fait, où les vagues amènent les sédiments soit vers le nord, soit vers le sud, mais il n'y a rien qui reste. Et donc, finalement, au bout de 40 ans, le trait de côte est arrivé au pied de l'immeuble,
Et après les tempêtes de 2013-2014, finalement, il fallait l'évacuer. Il a été détruit en 2020 et s'est posé la question de l'indemnisation. Ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on était quand même à la limite du recul subi, quand même, hein. La perception des acteurs sur le recul, elle est en général assez faible, elle est assez mauvaise. Je suis très en retard, ce qui n'est pas très bien. Et donc, la question, c'est le coût et le soutien des acteurs. Alors, comment vais-je faire? Je vais vous parler très rapidement des solutions fondées sur la nature, qui ne sont pas forcément, en fait, que des choses qui sont, disons, incroyables, hein. Ça peut être tout simplement laisser les banquettes de Posidonie sur la plage. Ça peut être reformer, en fait, des cordons dunaires en laissant de la végétation. Mais ces solutions fondées sur la nature, elles présentent un intérêt très intéressant, c'est qu'elles permettent de limiter les pertes de biodiversité, mais leur efficacité décroît avec le réchauffement climatique, avec notamment l'effet des coraux. Les coraux, on sait qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, on en perd beaucoup, peut-être même une très grande partie. Et donc, les sédiments qu'ils fournissent sur la plage, ils ne seront plus là. Et si vous me permettez encore un tout petit truc, finalement, on a un choix. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on protège? En fait, les deux coûtent très cher, mais en fait, il faudrait le dire. Et quand on dit s'adapter à 3 degrés, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ce qu'on voudrait voir, c'est quel choix d'adaptation on fait. Est-ce qu'on va plutôt vers ce futur, finalement, qui représente un échec de l'atténuation et puis une adaptation incrémentale sur laquelle, à force de surpêcher, on n'aura plus de poissons? Ou est-ce qu'on va vers ce futur-là, donc c'est extrait du rapport du GIEC à nouveau, où on aura des aires marines protégées, où effectivement on ne pourra plus pêcher au chalut, et où on aura des écosystèmes côtiers sains qui permettront de faire tampon entre les zones urbanisées côtières et puis l'océan. Donc je vous remercie pour de m'avoir donné quelques minutes de plus. Merci, merci. Bien, on a quand même le temps pour quelques questions qui sont arrivées. Alors, j'en posais 2 ou 3 ou un peu plus. Une première question. Dans les solutions qu'on peut mettre en place, il y a des solutions qui peuvent être stupides ou pas durables. Par exemple, semble-t-il, le réensablement artificiel des plages par les communes, évidemment pour des raisons touristiques. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a quand même, puisque tu as évoqué vers la fin des solutions naturelles, est-ce que dans ces solutions-là, on sait très bien celles qui marchent et celles qui ne marchent pas? Et étant, comme vous le savez, Nouvelle-Aquitaine, l'histoire du Cap Ferré est une histoire assez intéressante quand même, dans ce qui marche et ce qui ne marche pas, y compris par des études faites par des gens comme toi, qui, semble-t-il, n'ont pas été tout à fait suivis de réalisation pratique. Désolé d'être précis. C'est vrai que le rechargement en Aquitaine, sur des sites en fait, où on commence à avoir... Alors bon, là, on parle de la flèche du Cap Ferré, quelqu'un qui s'est ruiné à mettre du sable en fait, devant sa propriété. Mais en fait, on a aussi toutes ces communes, comme Biscarrosse, Lacanau, etc., où le front de mer, il est en avance par rapport au cordon dunaire qui recule petit à petit. Là, faire du rechargement de sable, c'est juste essayer de gagner du temps comme on peut, mais en fait, à un moment ou à un autre, il faudra reculer. Il y a d'autres secteurs où le rechargement en sable, c'est en fait la stratégie, c'est notamment aux Pays-Bas. Ils ont fait notamment un rechargement massif qui s'appelle le Zandmotor. Et en réalité, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une source de sable à proximité. C'est la mer du Nord, en fait, où il y a beaucoup de sable sur lesquels ils font ça. Donc je pense qu'il ne faut pas rejeter toute option. En fait, il y a beaucoup d'options, même très intelligentes, qui ne marchent pas très longtemps, et notamment tout ce que j'ai cité au niveau des bâtiments. C'est des options très peu coûteuses, mais c'est vrai qu'à un moment, elles atteignent leurs limites avec l'élévation du niveau de la mer. Donc pour repréciser un peu la question, est-ce qu'aujourd'hui, en faisant des calculs, donc des modélisations, on est quand même capable de faire la différence entre les solutions qui marchent et celles qui ne marchent pas, et donc d'être prescripteur par rapport à ce qui peut se passer en fonction de telle ou telle action? Oui. Alors je dirais au niveau local, oui. Au niveau, si on regarde vraiment sur des territoires assez importants, en fait, je dirais il y a quand même en fait sur le changement climatique, sur les impacts en termes d'érosion et puis d'inondations côtières, les modèles à grande échelle, c'est-à-dire en fait qui regardent l'échelle du territoire, par exemple français, ils ont quand même beaucoup de limites en fait. On a besoin de la haute résolution. Et donc là, il y a des grosses simplifications qui sont faites dans les modèles. Je pense qu'il faut regarder toujours avec beaucoup de prudence en fait les résultats de ces modèles à grande échelle. Mais au niveau local, oui, en fait, c'est fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent précisément les bilans sédimentaires. Par exemple, si on fait de l'exploitation de sable au large de Noirmoutier, est-ce qu'on a une incidence sur les plages, par exemple? Voilà, est-ce que les vagues et les courants
peuvent déplacer des bancs de sable dans les zones où on entend exploiter, quoi. Ce type de Alors, j'ai une question avant la dernière question qui aura trait aux politiques publiques. La question précédente, c'est quelle est la durée des infrastructures, telle la photo que tu nous as montrée aux Pays-Bas, des infrastructures un peu monstrueuses, extrêmement chères. C'est quand même une construction humaine. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut l'entretenir éternellement ou est-ce qu'on sait qu'à un moment donné, elles deviendront insuffisantes? Déjà, la durée de vie typique, ça va être une centaine d'années. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que leur durée de vie elle va être réduite par l'élévation du niveau de la mer. Donc typiquement, l'infrastructure que j'ai montrée, c'est une infrastructure qui est très ouverte pour permettre en fait à ce qu'on puisse en fait avoir des moules et puis des huîtres dans l'estuaire en fait. Aujourd'hui, elle est conçue pour être fermée une fois par an. En 2050, elle devrait être fermée 5 fois par an, mais elle n'est pas conçue pour ça. Donc il y aura des travaux importants à faire. Et puis à un moment, alors je ne me rappelle plus exactement du seuil, mais c'est peut-être autour de 50 cm, on atteint en fait des systèmes électriques et donc il faudra tout changer, faire une nouvelle barrière. Donc ça, c'est des investissements massifs. Bon, il y a quand même une alerte par rapport à ce type d'infrastructure, c'est qu'elles ont des impacts sur les écosystèmes côtiers qui ne sont pas très bien connus. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs en fait, qui militent pour dire, avant de faire des infrastructures de ce type un peu partout, essayons d'étudier comment faire pour qu'elles aient un impact minimal sur les écosystèmes côtiers. Et dans le même genre de question, est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan de l'infrastructure autour de Venise qui a été installé, qui a évidemment été très médiatisé. Est-ce qu'on globalement, on est content du résultat ou est-ce qu'on est un peu déçu? Alors Venise, je dirais, en fait, c'est une infrastructure. Alors voilà, les coûts, ça oscille entre 5 et 16 milliards d'euros selon les estimations. Voilà, je n'ai pas les plus récentes, apparemment, c'est plutôt 16. C'est une infrastructure, en fait, c'est 3 barrières qui ferment les 3 entrées du lagon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que cette barrière est fermée, le port perd des centaines de milliers d'euros. Parce que là, le bateau ne peut plus accéder. Donc le port, en fait, demande de minimiser le nombre de fermetures de cette infrastructure. Alors évidemment, aujourd'hui, elle est fermée déjà uniquement quand il y a des dommages potentiels sur le patrimoine historique. Donc ça veut dire que la place Saint-Marc, elle est quand même inondée. À 50 cm d'élévation du niveau de la mer, la barrière, elle serait fermée 2 mois par an. Donc ça, c'est un changement brutal, complet dans l'écosystème du lagon, et le port n'est plus viable, en fait. Donc ça veut dire quelque part que c'est une infrastructure temporaire, qui a coûté entre 5 et 15 milliards d'euros. Ok, donc la dernière question, elle a le trait, un peu comme on l'a vu sur l'agriculture ou sur l'eau, les politiques publiques. Là, on a l'impression quand même que les politiques publiques tiennent plus compte des prédictions, compte tenu des modèles, etc., que dans les autres domaines, on a vu qu'elles étaient plutôt en réaction à ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, merci pour cette question, parce que ça me permet de dire le slide que j'ai sauté. Alors, effectivement... C'est parfait, hein, je n'étais pas complice. En fait, ce qui se passe, c'est que le niveau de la mer, on a une consigne depuis 2011 qui est de regarder 60 cm d'élévation du niveau de la mer. Voilà. 60 cm... en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'il y a cette réglementation, c'est assez facile pour un projet côtier de dire j'ai considéré l'élévation du niveau de la mer parce que j'ai regardé 60 cm en 2100. On a basculé la question du choix dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on veut à long terme reculer, protéger et quand est-ce qu'on veut le faire, vers une question qui est technique, qui est l'application de la norme. Et ça, c'est quand même un petit peu dangereux parce qu'en fait, derrière, il y a des gros sujets. Bien avant les 60 cm, on a les submersions chroniques à marée haute, et bien après, on a des mètres d'élévation du niveau de la mer qui arrivent. Donc, je pense que c'est bien effectivement d'avoir une trajectoire, d'avoir 3 degrés, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut avoir un projet également. Et donc, c'est le contenu d'un plan national d'adaptation climatique. Est-ce qu'il nous renseigne sur ce projet-là? Est-ce qu'il donne une stratégie? Aujourd'hui, en fait, on a surtout communiqué sur la trajectoire, les 3 degrés ou 4 degrés en 2100. Merci beaucoup en tout cas, et on peut passer à l'exposé suivant.